Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui ne rentrera pas dans l'histoire de la littérature française, j'aime autant vous prévenir, mais qui va bien nous faire rigoler quand même. Benoît Hamon, pour la génération qui vient, c'est le livre de campagne du candidat du Parti Socialiste, j'ai failli lire feu le Parti Socialiste. Et comme j'ai dit que j'allais présenter tous les livres de campagne de tous les candidats, et que je suis têtu comme une mule, eh ben on va se faire Benoît Hamon aussi. On va se faire le blabla du candidat socialiste. Et pour commencer la note de lecture, je vais vous donner quelques échantillons de ce blabla, parce que déjà ça va vous situer un peu le niveau. Vous allez voir, c'est pas mal. Je sais pas ce qu'il a fumé avant d'écrire ça, le père Hamon, mais c'était de la bonne. Hein. La légalisation, il l'a testé avant, lui, c'est clair. Hein. Être à la hauteur des attentes de la jeunesse, c'est la suivre sur la voie d'une nouvelle ère. Une ère où des termes comme diesel, carbone, perturbateurs endocriniens n'ont plus cours. C'est appeler l'avènement d'une nouvelle république qui rende le pouvoir aux citoyens. Dans tous ces domaines, la société française est en avance sur les partis politiques. C'est vrai, c'est facile vu le niveau des partis politiques. Inutile de garder les yeux rivés sur le passé, l'avenir est l'épicentre de ce manifeste. Si vous trouvez que ça sonne creux, c'est parce que c'est creux. Oh, le Front National aussi, c'est beau le blabla sur le Front National chez Benoît Hamon. En l'espace de 15 ans, pendant qu'on s'obstinait à voir dans le 21 avril 2002 un accident de l'histoire, une anomalie démocratique, l'impensable s'installait dans notre pays. Comment le parti de la peur a-t-il pu prendre un tel ascendant sur les esprits? Comment a-t-il pu enrouler aussi insidieusement nos valeurs de barbelés? C'est pas mal comme truc. Enrouler les valeurs de barbelés. Que fait Marine Le Pen le soir pour s'occuper? Elle attrape des valeurs et elle les enroule de barbelés. C'est Baba Yaga. Grand moment de rigolade. Hein. Attendez, c'est pas fini. J'en ai d'autres du même calibre et même des plus grosses. Dans la série, les phrases creuses, j'en ai relevé une qui est magnifique. Je veux faire entendre que l'égalité, la confiance et l'ouverture aux autres sont d'authentiques gages d'avenir et de longévité. En fait, le mec, il est, j'ai envie de vous dire vraiment, plutôt pour le bien et contre le mal. C'est sympathique, quoi, je veux dire, ah oui, et puis alors... Certains, figurez-vous, évoquent une France imaginaire, une nation blanchie par les siècles, un pays minuscule et uniforme qui n'a jamais existé. Alors, ça, je veux dire, ça m'a laissé un petit peu interloqué, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la France, historiquement, d'après lui, n'a jamais été blanche. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, hein. Je veux bien qu'on dise que la France d'aujourd'hui n'est plus entièrement blanche, c'est vrai. Je veux bien qu'on dise qu'aujourd'hui, il y a des Français de toutes les couleurs, et que d'ailleurs, depuis un certain nombre de siècles maintenant, il y a un certain nombre de Français, effectivement, qui ne sont pas blancs. Les Antillais sont français depuis plusieurs siècles. Hein. On sait dans quelles conditions, mais bon, c'est comme ça, ils sont français maintenant, ils le sont depuis la part entière depuis, je crois, 150 ans, quelque chose comme ça. Et effectivement, ils sont métis. Mais ce qui est amusant chez Hamon, c'est que du coup, la France n'a jamais été blanche, quoi. Comme elle n'est pas blanche aujourd'hui, elle l'a jamais été. C'est-à-dire que, grâce à Benoît Hamon, en fait, on sait qu'à Bouvines, il y avait un contingent de la diversitude, vous voyez. Enfin, si j'ai bien compris ce qu'il est en train de nous expliquer, là. Je veux dire, ça l'embête pas, quoi. Le mec, il peut vraiment en balancer de ce calibre sans hésiter. Je vais vous en donner une autre, qui est pas mal. Attendez. Ah oui, les enfonçages de portes ouvertes historiques aussi, c'est pas mal. Enfin, les enfonçages de portes ouvertes au sens où elles sont ouvertes pour la sous-pensée de la gauche contemporaine.
Le peuple de 1789 s'est donné une constitution utile à son bonheur. Non, 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 Benoît, non. Le peuple de 1789, c'était juste la bourgeoisie, c'est-à-dire les gens que tu es chargé de combattre. Et je te rappelle que la constitution qu'ils se sont donnée établissait le suffrage censitaire. Je veux bien que tu dises éventuellement le peuple de 1792 a essayé de se donner une constitution utile à son bonheur. Là, je dirais, Benoît, tu es dans ton rôle. Mais quand tu écris le peuple de 1789 s'est donné une constitution utile à son bonheur, je pense que, et tu le sais parce que tu n'es pas un imbécile et tu es même, Benoît, un type cultivé à mon avis, je pense que tu révèles quelque chose sur ta situation présente. On va y revenir d'ailleurs. C'est pas fini, j'en ai d'autres, des bons moments chez Benoît Hamon. Ah oui, oh ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Je vous lis entièrement le paragraphe parce que celui-là, il est collector. À l'heure où les peuples se replient sur eux-mêmes, en même temps qu'ils enroulent leur valeur de barbelé, ils se replient sur eux-mêmes, où l'on gouverne en 140 signes, ça c'est pour Trump je pense, où l'environnement se retourne contre ceux qui l'ont offensé. C'est bizarre, il y a un côté un peu curé chez... Enfin, bon. Il est temps de prendre le parti de la tempérance. Notre pays est à la croisée des chemins. Il faut s'engager dans cette élection présidentielle en gardant à l'esprit que les extrémistes ont une chance réelle de l'emporter. Dans un monde livré à l'absurdité, les fous peuvent devenir rois. Il ferait soudain bien sombre au pays des Lumières. C'est-à-dire que le 10 mai 81, grâce à Jack Lang, qu'on le sait, on a allumé la lumière, hop, et le 7 mai 2017, à cause de Marine Le Pen, blackout. On va fermer, on va couper le courant au pays des Lumières. Il y a vraiment un côté un peu grotesque. Il y a des phrases même, on se demande... Engageons la grande transition écologique, sociale et démocratique vers un monde bienveillant. Enfin, c'est vraiment un tweet de Christiane Taubira étiré sur 125 pages, quoi. Voilà. C'est le bouquin que je dois vous présenter maintenant. On ne sait pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer, mais moi je choisis d'en rigoler. Bon, cela dit, au-delà de tout ce blabla qui nous a bien fait marrer, enfin en tout cas moi ça m'a fait marrer, on peut parler un peu du contenu, si tant est qu'on puisse appeler ça un contenu d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir, ça va aller vite. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? D'abord, il y a une tentative de défense très molle, très partielle, assez laborieuse, du bilan de la gauche de gouvernement, où voilà la version Benoît Hamon du bilan de François Hollande. Des batailles ont pourtant été remportées au cours des 5 dernières années. Nous avons redonné de l'élan à l'éducation nationale en créant 60 000 postes d'enseignants. Nous avons amélioré la santé des Français en généralisant la couverture complémentaire et le tiers payant. Portée par la force et le courage de Christiane Taubira, la gauche a institué le mariage pour tous et révisé la politique pénale pour ne plus faire de l'incarcération l'alpha et l'oméga de l'action judiciaire. Je suis fier de compter cette femme dans nos rangs. Elle n'a jamais cédé aux humiliations des conservateurs et des réactionnaires. Face aux tragiques attentats terroristes que notre pays a connus, le président de la République a su protéger la France. Bon. Il a engagé nos forces à l'étranger dans des conditions éprouvantes. À ce titre, comme des millions de Français, je lui suis profondément reconnaissant. Là, je comprends pas trop. En gros, il est en train de dire qu'il a engagé nos forces à l'étranger dans de mauvaises conditions, et donc, comme des millions de Français, il lui en est reconnaissant. Il n'y a pas un mot sur la politique étrangère française de ces dernières années. Hein. Qui c'est qui a démoli la Libye, Benoît ?
Qui c'est qui a continué à la démolir après 2012? Qui c'est qui a déconné à plein tube en Syrie? Benoît, tu veux nous expliquer? Non, 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 non. Non, le président de la République a su protéger la France. Bon, d'accord. Bon, alors, il y a quand même une certaine critique, mais chez Hamon, elle va se limiter à la seule question des inégalités, en fait. C'est-à-dire que il va pas critiquer le gouvernement du Parti socialiste pour sa politique étrangère catastrophique. Il va pas le critiquer non plus pour son échec patent en termes de politique économique. Il va le critiquer simplement parce qu'il n'a pas lutté contre les inégalités. Et ça renvoie à un cadre général où vraiment il y a une très faible analyse en termes économiques. C'est très frappant, quoi. C'est-à-dire que c'est une suite de slogans où on nous dit oui, il faut lutter contre les inégalités, ce qui est d'ailleurs pas faux, hein. Je veux dire, il y a des raisons objectives de vouloir lutter contre les inégalités, mais les causes des causes ne sont jamais vraiment analysées dans ce bouquin-là. Jamais. Et on verra plus loin ce qu'il faut en penser. C'est très curieux de la part de Benoît Hamon. Alors ça peut donner lieu parfois à des argumentaires qui sont assez ridicules. C'est-à-dire que, par exemple, il défend les 35 heures. Il ne faut pas oublier que Benoît Hamon, il a manifestement été propulsé un peu par l'écurie Martine Aubry. Donc quelque part, il est obligé de défendre les 35 heures. Il y a aussi des enjeux. Derrière tout ce qu'il y a dans ce petit bouquin, il y a des enjeux internes au Parti socialiste. Il s'agit de caresser dans le sens du poil tel ou tel éléphant en vue de ce qui va se passer après l'élection présidentielle. Et on a ce passage assez grandiose. Près de 350 000 emplois ont été créés en France grâce aux 35 heures. Au tournant du millénaire, notre pays et ses voisins ont connu une vigoureuse période de croissance. Ces mêmes années, nos emplois ont progressé 2 fois plus vite qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Où chercher les raisons de ce succès, sinon dans les 35 heures? Mais je veux dire, n'importe qui connaît un peu l'histoire économique de ces 30 ou 40 dernières années sait qu'il y a effectivement une période de croissance à la fin des années 90, elle n'est pas liée aux 35 heures. Elle est liée au fait qu'on est à un moment où l'euro est sous-évalué et c'est un avantage pour la zone euro. C'est-à-dire que la zone euro a bien commencé au départ parce que les effets néfastes de l'euro comme monnaie unique ne se produisaient pas encore, ils devaient se produire sur le long terme. Alors que, comme les marchés avaient peu foi dans l'euro au départ, ils l'ont sous-évalué. Donc ça a donné un avantage en termes de dévaluation compétitive, en quelque sorte, en particulier aux économies de la zone euro qui avaient intérêt à une monnaie faible, donc la France. D'où le fait qu'à l'époque, effectivement, la France va mieux que l'Allemagne. Parce que tout simplement, elle a à ce moment-là un euro qui lui convient plus qu'à l'Allemagne. Et les 35 heures dans cette affaire ont effectivement créé des emplois. Mais elles ont aussi sans doute contribué à creuser le différentiel de compétitivité entre la France et l'Allemagne. Ce qui, à long terme, a été catastrophique pour notre pays. Et c'était clairement absurde de faire les 35 heures en même temps que l'euro. C'était pas possible. Ou alors il fallait le faire à l'échelle de la zone euro et remonter le tarif extérieur commun. Mais ce qui a été fait était absurde. Mais non, c'est chez Benoît Hamon, qui n'est pas un imbécile, je le répète. C'est-à-dire que quand il écrit ce genre d'âneries, je suis convaincu qu'il sait que ce sont des âneries. J'en suis convaincu. Il les écrit quand même parce que, voilà, il est dans des stratégies internes au Parti socialiste, à mon avis, surtout. Et il s'agit de défendre le bilan d'une certaine gauche, d'un certain parti socialiste. Donc il n'y a pas d'analyse sérieuse du problème posé par l'euro, par l'Union européenne, dans ce livre-là. Et il y a même, je dirais, une certaine malhonnêteté quand même dans la façon dont Hamon aborde la question du
d'une manière générale de la construction européenne et des carcans qu'elle a mis à la politique économique de la France. C'est ainsi que il nous dit que en 2009, la majorité de droite, emmenée par Nicolas Sarkozy, décidait d'ignorer la parole du peuple, c'est-à-dire le référendum de 2005, et votait à l'Assemblée nationale la Constitution européenne. En fait, le traité de Lisbonne. Et il nous dit d'ailleurs que cette trahison a eu des effets très lourds sur le rapport des Français à leur classe politique, à leur démocratie, ce qui est exact. Mais j'ai un peu envie de lui dire à un moment, mais monsieur Hamon, je vous rappelle que quand il y a eu le vote du traité de Lisbonne, une forte minorité des députés socialistes a voté pour. Et la majorité d'entre eux s'est abstenue. Ils n'ont pas voté contre. Donc quelque part, à un moment, nous expliquer que tout est de la faute de la majorité de droite, alors que vous n'avez pas vous personnellement, monsieur Hamon, mais votre parti, majoritairement voté contre, c'est un peu fort quand même. Et ça, c'est bien représentatif de la façon dont Hamon essaye finalement de ne pas parler de cette question-là sérieusement et en profondeur. D'une façon générale, sur la question de l'euro, il est complètement à côté de la plaque, il faut bien le dire. Il nous dit qu'il va instaurer un parlement de la zone euro. Il nous dit que l'Allemagne, qui est une grande république parlementaire, ne peut fermer la porte à la démocratie, et que donc on aura, à partir de là, une remise en cause des logiques d'austérité et que la dette européenne va être mutualisée. Mais il n'est pas dans le monde réel. De quoi tu nous parles, Benoît? Tu crois que les Allemands vont accepter comme ça la mutualisation des dettes avec un parlement de la zone euro, etc., comme ça, sur un claquement de doigts? Tu es juste en train de nous refaire le sketch de Hollande en 2012. Quand il a dit oui, mon ennemi c'est la finance, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis bon, il est allé discuter avec Merkel et compagnie, en gros il s'est pris 2 paires de claques, hein, pim, 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 il est revenu bien sonné, il a dit bon ben ok, bon j'ai compris, non c'est bien, ça va pas le faire, ça sera pas possible. En gros, Hamon prépare le terrain pour nous refaire exactement la même chose. Si par extraordinaire, ça n'arrivera pas, mais si par extraordinaire il était élu, il sait ce qu'il ferait, exactement. Ni plus ni moins. Ça se voit, et ça se voit, il suffit de lire son bouquin pour le voir. Alors qu'est-ce qu'il lui reste? De quoi il peut parler, si vous voulez? Eh bien, en fait, son livre est construit comme une suite d'appels du pied à des segments électoraux. Parce que comme il ne peut pas porter une offre politique globale sérieuse, il fait des appels du pied à des segments électoraux. Par exemple, vous allez trouver la promesse d'abroger la loi travail. Vous allez, donc là, paf, les traumatisés de la loi travail. Voilà, il va chercher cet électorat-là. Il va promettre qu'il misera tout sur les énergies renouvelables. Donc les partisans des énergies renouvelables. Hop, là, un segment. Il va nous promettre le revenu universel d'existence. Donc en gros, tous les mecs qui veulent ne rien faire et végéter tranquillement. Voilà, c'est un peu son public, hein, je pense, à un moment. Je pense qu'il le fait consciemment. C'est vraiment assez lamentable de la part de Benoît Hamon, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas un débile mental. Pas du tout. Son livre est nul, mais lui n'est pas nul. Et j'en tiens pour preuve qu'il y a quelques années, il a publié un autre livre, en 2011. Tournez la page. C'est un livre où il prenait un certain nombre de positions pour dire au Parti socialiste, voilà ce qu'il faut faire pour continuer à exister. Et vraiment, ça, par contre, c'est un bon livre. Je ne suis pas d'accord avec plein d'idées, c'est normal, parce que Benoît Hamon et moi, on n'a pas les mêmes opinions. Je suis un mec de droite modérée, et c'est un mec de gauche modérée, en fait. Donc on n'est pas pareil. Mais
c'est pas grave, je veux dire, il a tout à fait le droit d'avoir des opinions différentes des miennes. Moi, je suis un véritable démocrate, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et dans ce livre-là, il s'exprime bien, il dit des choses tout à fait justes. Il fait une critique de la pensée néolibérale telle qu'elle s'est concrètement déployée dans l'histoire ces dernières décennies, de façon tout à fait solide et très intéressante. Il explique en gros que un compromis s'est historiquement élaboré entre les démocrates et les libéraux, parce que, dit-il, je cite, l'expérience a montré aux libéraux que le suffrage universel, loin d'être, comme ils le craignaient, un facteur d'instabilité, s'est révélé un moyen efficace d'ancrer les institutions dans la durée. Le suffrage universel ne provoquait pas de révolution, au contraire, il permettait, en offrant un débouché au mécontentement et aux espoirs, à la démocratie parlementaire de s'imposer comme un régime de relative paix sociale. Ce qui est tout à fait exact, c'est une très bonne analyse. Et il analyse également très bien la rupture historique amenée par le néolibéralisme. Mais aujourd'hui, dit-il, ce sont les fondements mêmes de ce compromis que la mondialisation a remis en cause et que la crise financière, le bouquin est écrit en 2011, que la crise financière risque d'achever. Le néolibéralisme triomphant est un libéralisme qui s'est débarrassé de ses emprunts aux idées démocratiques. C'est tout à fait exact. C'est très bien vu. Et ça ne s'arrête pas là. De là, il remonte jusqu'aux problèmes posés par la dissolution des peuples dans la mondialisation. Il ne s'agit donc pas d'un simple transfert de souveraineté d'institutions nationales vers des organismes supranationaux, mais plutôt d'un abandon du principe démocratique de la souveraineté populaire, de la confiscation du droit des peuples à décider de leur destin par une nouvelle gouvernance composée de responsables patronaux et de quelques hauts fonctionnaires internationaux. Ah, voilà. Ça, c'est un discours politique, Benoît Hamon. Là, monsieur Hamon, là, vous tenez un discours politique. Là, ça, c'est un livre politique. Ça, c'est pas un livre politique, c'est autre chose. On va parler après de ce que c'est. Et comme ça, c'était un livre politique en 2011, ça allait vers des conclusions politiques réelles. Il y avait un discours carrément rentre-dedans contre la gauche, on va dire, sociale traître. Benoît Hamon disait à ses camarades à l'époque, la gauche de gouvernement s'est opposée à la gauche protestataire. Et il analysait la stratégie de cette gauche de gouvernement de la façon suivante. La stratégie proposée par la Fondation Terra Nova affirme que le PS doit en priorité s'appuyer sur les classes insérées, diplômées et urbaines qui ont fait ses succès récents aux élections locales, quitte à abandonner les classes populaires de toute façon irrécupérables, puisqu'ayant basculé dans le populisme culturel et identitaire. Quand le peuple se montre indigne de ses chefs, il faut dissoudre le peuple, ironisait Brecht. Terra Nova propose donc à la gauche un peuple de rechange. C'est ce qu'écrit Benoît Hamon en 2011. Et il parle à propos de cette gauche-là, qui est finalement la gauche de François Hollande, de soumission volontaire aux intérêts privés. Il évoque, je cite, le divorce qui se creuse entre d'une part une frange dirigeante ouverte à la mondialisation et protégée des aléas de la vie, et d'autre part une majorité de Français dont l'horizon a rétréci, exposée au déclassement et inquiète pour son propre avenir comme celui de la nation. Et ça va encore plus loin, car à l'époque, il nous dit que la gauche n'a pas su mesurer les conséquences de l'autonomie de la Banque centrale européenne,
Et il lie clairement l'Europe de Bruxelles, le fonctionnement de l'Europe de Bruxelles à la mondialisation libérale. Et là, on est sur un discours, si vous voulez, vraiment de rupture, qui doit amener logiquement à un moment à une position de rupture, consistant à dire, écoutez, ou bien on change l'Europe, ou bien on la quitte. C'est-à-dire, en fait, le discours de Mélenchon, ou celui de Le Pen d'ailleurs, sur cette question-là, hein. C'est tout ce à quoi, logiquement, le discours du Benoît Hamon de 2011 devrait amener le Benoît Hamon de 2017. Et il met en garde ses camarades, il leur dit « Les peuples qui tournent ou veulent tourner la page du néolibéralisme n'ont pas attendu nos colloques pour y répondre et prendre leur destin en main, sans et parfois même contre nous. » C'est-à-dire, attention, si vous ne faites pas l'histoire avec les peuples, ils vont la faire sans vous, voire contre vous. Et il pose la question de façon sérieuse. Il dit « Refonder la gauche, cela doit signifier être capable de répondre à la question essentielle à laquelle nous sommes confrontés, comment lutter contre les conséquences de la mondialisation capitaliste sans revenir à de simples mesures protectionnistes prises dans le cadre d'États-nations ?» Ce qui est la bonne question. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut le faire? Et comment on peut le faire? C'est la question qu'il pose en 2011. Et alors en fait, qu'est-ce qui se passe entre 2011 et 2017? Ben, tout simplement, il n'a pas trouvé la réponse. Personne ne l'a trouvé. Probablement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas moyen de refonder la gauche, ce que représentait la gauche historique, la vraie, sans revenir à la souveraineté nationale, parce qu'elle est la condition de la souveraineté populaire. Et il ne peut pas le dire, et il ne veut pas le dire. Et si vous voulez, à partir de là, il est mort. Il est mort politiquement. Et en fait, ce bouquin, c'est l'avis de décès du Parti socialiste. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a rien dedans, il n'y a plus rien. Il ne reste plus que des appels à des bouts de population. Bon, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a un appel aux jeunes. Benoît Hamon compte beaucoup sur les jeunes, sans doute parce qu'il se dit que les autres ayant de l'expérience, ils vont bien se rendre compte que son truc est complètement creux. Alors, il adresse son manifeste là aux jeunes gens qui voteront cette année pour la première fois. Moi, j'ai presque envie de lui dire, avec une certaine méchanceté gratuite, écoutez, monsieur Hamon, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que comme le Parti socialiste a déjà enniqué toutes les générations, sauf ceux qui votent pour la première fois, parce que ceux-là, vous n'avez pas encore eu le temps de... Voilà, bon, ben, vous voulez pas les rater, quoi. Non, mais c'est presque ça, quoi. Je veux dire, c'est pitoyable. À un moment, c'est pathétique. Un appel aussi, bien sûr, à l'électorat de l'immigration, issu de l'immigration, que les socialistes ont toujours vu comme une sorte d'armée de réserve électorale. Bien sûr, il nous parle de l'affaire Théo. Bon, c'est vrai que c'est embêtant l'affaire Théo, hein, je veux dire, bon. Mais il nous annonce que ce jeune habitant d'Aulnay-sous-Bois, interpellé pour des faits qui ne le concernaient pas, a été violemment agressé par des policiers. Peut-être, monsieur Hamon, vous pourriez quand même attendre le résultat de l'enquête avant d'être si catégorique. Hein. Un peu gênant quand même ça, de la part d'un type de votre niveau. Bon, il nous promet, bien sûr, je vais associer un récépissé à chaque contrôle d'identité. On voit bien que l'électorat est visé par ça. Il essaye aussi de récupérer un peu Nuit debout. Oh, il y a un moment très drôle, oui, sur Nuit debout. Alors, la définition de Nuit debout par Benoît Hamon. C'est un geste radieux contre ceux qui cultivent une vision étriquée et crépusculaire de notre pays. Un geste radieux. Bon, voilà.
Et puis, il retrouve une certaine forme de virilité dans le discours uniquement quand il s'en prend au FN, les partisans de la peur et de la nostalgie, qui veulent mettre au pas les fonctionnaires, les magistrats et les médias. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, par moments, on comprend même pas ce qu'il veut dire. Enfin, je veux dire... Bon, les médias... Ok, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'effectivement, les médias aujourd'hui sont anti-FN et que le FN en a marre des médias, c'est normal. Les magistrats... je pense que le FN n'aime pas que les magistrats tiennent le mur des cons, oui, donc ça doit vouloir dire ça. Par contre, mettre au pas les fonctionnaires, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des passages, je comprends même pas son truc, honnêtement. Oh, ça c'est beau aussi, j'aime bien, oui. La tentation autoritaire existe. Au cœur des grandes démocraties émergent des dirigeants qui répondent à la complexité du monde par la brutalité et la régression. Les Trump, les Poutine, les Orban, les Erdogan et demain peut-être les Le Pen. Je t'attrape tout le monde, je te les mélange, enfin, tous ceux qui sont pas gentils selon les critères de Benoît Hamon. Et c'est d'autant plus lamentable qu'encore une fois, là, en 2011, il y a une pensée politique, il y a une réflexion. C'est pas un con, Hamon. Vous vous rendez compte les conneries qu'il nous balance là-dedans? Le côté presque grotesque de son truc. Bon, allez. Je vous passe certains passages que j'avais surlignés, parce que c'est tellement con que j'ai un peu pitié de ce pauvre monsieur Hamon. Ce qu'il faut se demander, c'est donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est dans cet état-là? Alors moi, j'ai une explication, vous allez voir, je crois qu'elle est très très simple. En fait, dans une élection, ce qui se passe en général, c'est que vous avez quelques questions qui deviennent structurantes, clivantes. C'est des questions clés. Alors bien sûr, c'est réducteur, et en fait, il y a beaucoup de questions derrière une élection, des dizaines. Mais il y a toujours quelques questions qui deviennent structurantes, et souvent, il y en a une qui devient structurante. Je crois que cette fois, il y a deux questions qui sont vraiment structurantes, qui sont clivantes. On est pour ou on est contre, et ça définit des camps. Et à mon avis, ces deux questions, c'est l'immigration, d'une part, et l'euro. Derrière la question de l'immigration, il y a toute la question de est-ce qu'on veut préserver l'État-nation, préserver aussi un cadre anthropologique historiquement éprouvé, ou est-ce qu'on est partisan de le diluer et de rentrer dans une modernité liquide, fluide? Et ça se joue beaucoup autour de l'immigration, parce que ça pourrait se jouer aussi autour du mariage pour tous, ça pourrait se jouer aussi autour du positionnement en politique internationale, pour ou contre la Russie de Poutine, par exemple. Mais le truc clivant, là où vraiment la tension monte, c'est l'immigration. C'est la question de l'immigration, stop ou encore. Pour ou contre, stop ou encore. Immigration. Et l'autre clivage, c'est l'euro, parce que si vous voulez, derrière, il y a la question du libre-échange et au-delà du néolibéralisme d'une manière générale. L'euro, c'est un modèle réduit de mondialisation malheureuse à l'échelle du continent. C'est l'instance qui a déployé le libre-échange inéquitable en Europe, qui sert d'ailleurs en partie de bouc émissaire dans cette histoire, mais n'empêche que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est le truc clivant, clashant. Donc l'immigration et l'euro. Et alors quand vous croisez deux clivages comme ça, vous obtenez automatiquement une matrice avec 4 cases. Forcément. 2 plus 2. Vous voyez? Donc vous avez aujourd'hui cette matrice qui existe, qui s'est installée, où vous avez la question de l'immigration, on peut être pour ou on peut être contre,
et la question de l'euro. On peut être pour ou on peut être contre. Et c'est cette matrice qui est en train de structurer en quelque sorte cette élection 2017 qui est la première phase d'une recomposition politique à venir en France, c'est absolument évident. Il y a 4 candidats, parmi les 5 grands candidats, qui ont une place dans cette matrice. Macron, parce qu'il est pour l'immigration et pour l'euro. C'est en quelque sorte la France de gauche d'en haut, si vous voulez. Mélenchon, parce qu'il est contre l'euro, mais pour l'immigration. C'est en quelque sorte la France de gauche d'en bas. Et c'est un peu le positionnement que Hamon suggérait finalement à ses camarades en 2011. Le problème, c'est que le créneau est pris, est bien tenu. Fillon, parce qu'il est plutôt contre l'immigration, quoique avec des nuances, avec beaucoup de prudence, parce que il a le problème de son électorat UDI qui file chez Macron, donc il n'est pas très à l'aise là-dessus. Et en même temps, il est clairement pour l'euro. Donc c'est un petit peu la France d'en haut de droite. Et puis Le Pen, qui est contre l'immigration et contre l'euro, qui est un peu la France d'en bas de droite. Et alors Hamon, maintenant, dans tout ça, où il est? Comme je vous disais, en 2011, il a essayé de suggérer à ses camarades une vraie piste de réflexion. Il leur a dit comment on fait pour lutter contre le néolibéralisme sans revenir au cadre protectionniste étroit du temps jadis. Et il n'a pas trouvé la réponse, et personne ne l'a trouvé. Et du coup, il est là. Il flotte quelque part entre Macron et Mélenchon, c'est-à-dire que, il est pour l'immigration, ce qui est devenu de facto le marqueur gauche-droite maintenant, mais il n'arrive pas à trouver sa place entre la France d'en haut, qui est plutôt pour l'euro, pour le libre-échange, et la France d'en bas qui est plutôt contre. Et il oscille entre les deux, il ne trouve pas sa place, et il est dans cette espèce de patatoïde informe, là, au milieu, et il ne peut pas articuler le discours politique. Il a en fait plus grand-chose à dire, parce que sur une question clé, il ne peut pas trancher. Et donc à partir de là, il n'a pas de positionnement politique affirmé qui lui permette vraiment d'exister dans cette campagne. Et voilà. Voilà pourquoi, non pas votre fille est muette, mais voilà pourquoi Benoît Hamon a perdu, en quelque sorte, la possibilité de produire un discours articulé. Et c'est vraiment symptomatique de la mort du Parti socialiste, de la mort d'une force politique qui existait jadis, qui était en fait le parti de la classe moyenne, plutôt du secteur public, mais quand même aussi en partie du secteur privé. C'est un peu le grand parti quand même de la classe moyenne, hein, le Parti socialiste, et qui explose par incapacité à construire un discours qui lui permette d'exister dans la recomposition politique qui est en train de se produire en France. Et c'est fascinant de voir comment même un bon cerveau, un homme intelligent comme Benoît Hamon, dans cette situation-là, il se liquéfie, il s'éparpille, ça se transforme en blabla comme ça, ridicule, taubiresque, je dirais. Et c'est fascinant, c'est intéressant à voir. En tout cas, voilà comment j'ai lu le faire-part de décès du Parti socialiste, car là, je pense que, il n'est pas encore mort, donc on ne peut pas dire que c'est le faire-part de décès, mais ça vient, le faire-part est déjà imprimé. Il n'y a plus qu'à mourir, le Parti socialiste, là. Alors bon, d'un côté, je suis content, parce que, le Parti socialiste, ça n'a jamais été ma tasse de thé. D'un autre côté, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va avoir après. Ça, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Bref, j'en ai fini avec Benoît Hamon.
Il me reste un grand candidat dont il faudra parler, qui est évidemment Marine Le Pen. Donc je présenterai les écrits de Marine Le Pen, je pense, dans quelques jours. Et puis je parlerai aussi des petits candidats. Et oui, je vais parler de François Asselineau. Putain, toutes les 48 heures, il y a une escadrille de trolls asselinoïdes qui survolent ma chaîne telle des Sturmovik en 1943. Poum, 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 poum. Ils me criblent de messages. Vous connaissez l'UPR? Pourquoi vous ignorez François Asselineau? C'est bon les mecs, je vais en parler. Arrêtez s'il vous plaît, parce que il y a un côté ridicule là. Vous êtes comme Hamon, vous me faites un peu mal quoi. Voilà, s'il vous plaît. Je vais en parler. Je vais d'abord faire un truc sur Marine Le Pen, puis après je ferai une vidéo petit candidat pour présenter les écrits de M. Cheminade, de M. Dupont-Aignan, de M. Poutou, aussi le candidat du NPA, et des conférences de M. Asselineau. Je dirai ce que j'en pense. Voilà. Ça vient. En attendant, comme on va quand même pas passer notre vie sur les candidats de l'élection présidentielle, on va revenir un petit peu, sur le thème de l'État islamique. J'ai commencé une série de notes de lecture sur l'État islamique. La dernière, c'était sur la constitution de l'État islamique. Et dans ce cadre-là, j'avais parlé des thèses de deux historiens sur l'impact symbolique de la proclamation du califat par rapport à la psychologie dans le monde musulman, la psychologie dominante dans le monde musulman. Et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus en commentaire. Alors certains, bien sûr, tout à fait inintéressants sur le thème, drague valide l'argumentaire des muses ou je sais pas quoi, ça c'était les obsédés anti-islam. Ou alors au contraire, Drague veut assimiler tous les musulmans aux takfiristes. C'est pour ça qu'il parle des salafistes, parce qu'il a été contaminé par BFM TV, etc. Comme d'habitude. Tout ça n'a aucun intérêt. Il y a des mecs qui viennent sur ta chaîne et qui, du haut de leur autorité de mecs qui ont un pseudo sur YouTube, en gros te disent « Moi je te dis que ce que disent 2 docteurs en histoire, là dont t'as lu le bouquin, c'est de la connerie. » Ouais, d'accord, oui. D'accord, donc t'as un pseudo sur YouTube, et eux ils ont 2 doctorats en histoire, et tu me dis que tu penses qu'ils ont tort. D'accord, merci de ta contribution, camarade. Bon, donc tout ça c'est pas très intéressant. En revanche, il y a un certain nombre de gens manifestement sérieux, argumentés, souvent eux-mêmes des musulmans, ou des gens en tout cas issus de la culture rabo-musulmane, qui sont intervenus pour me dire en gros, attendez, c'est plus compliqué que ça, visiblement vous avez pas tout compris, vous êtes allé trop vite aux conclusions, et ça, donc du coup, j'ai dit, ouais, effectivement, il va falloir que je creuse, parce que moi, je peux tout à fait me tromper, je veux dire, ce que je veux, c'est avancer dans la voie de la connaissance, de la compréhension de la réalité. Donc merci aux personnes sérieuses et qui savent de quoi elles parlent, qui m'ont dit, attends, c'est plus compliqué que ça. Et effectivement, c'est plus compliqué que ce que je pensais, que ce que j'avais cru pouvoir comprendre, sans doute parce que j'avais lu trop vite ou parce que j'étais trop vite sauté aux conclusions, à partir de ce que j'avais lu dans ce bouquin de messieurs Fléchy de la Neuville et Olivier Hahn. L'État islamique, ça s'appelle. Et donc j'ai lu un autre bouquin pour mieux comprendre. C'est ce bouquin-là, le bouquin de monsieur Nabil Mouline, qui est un historien et politologue, chercheur au CNRS. Son livre s'appelle « Le califat, histoire politique de l'islam ». En fait, c'est histoire politique de l'islam sunnite. Bon, mais ça se comprend puisqu'il parle du califat. C'est très intéressant, ça permet de bien comprendre comment s'est fondé le mythe du califat, ce qu'il y a derrière, et pourquoi les djihadistes, à un certain moment, ont décidé de proclamer le califat. C'est un très bon livre, et c'est le livre que je vais vous présenter dans quelques jours. En attendant, j'espère que si vous êtes membre du Parti Socialiste, vous ne m'en voudrez pas trop de mes moqueries. Elles restent fraternelles entre citoyens de la même République. C'est juste que, les gars,
Benoît, arrête. Tu fais n'importe quoi, là. Laisse béton. C'est ce que tu veux, hein. Moi, je te dis ce que j'en pense. Et en attendant pour tous, je vous dis à bientôt.